Écho d'Afrique, nouvelle édition, bienvenue à tous. Au Mali, la charte adoptée suite à la concertation nationale et qui prévoit une transition de 18 mois a été publiée jeudi. Le document tient en compte l'une des exigences primordiales de la CEDEAO pour lever les sanctions imposées au lendemain du coup d'État qui a renversé le président Ibrahim Boubacar Keïta, notamment en ce qui concerne les prérogatives du vice-président de transition, le colonel Assimi Goïta. La charte officielle ne mentionne pas que le vice-président peut assumer les fonctions de président de la transition en cas de force majeure, comme initialement annoncé lors de sa prestation de serment. Le texte stipule aussi que le président et le vice-président de transition ne seront pas éligibles à la présidentielle et aux législatives à la fin de la période. Les modalités de création du Conseil national de transition, l'organe législatif, sont par ailleurs fixées dans l'article 13. Il sera composé de 121 membres dirigés par un militaire ou un civil. Dans le chapelet d'exigences de la CEDEAO figurait également la dissolution de la junte. Sur ce point, il va falloir attendre. La charte précise qu'elle restera là jusqu'à la mise en place de tous les organes de la transition. En Côte d'Ivoire, à moins d'un mois de l'élection présidentielle, l'opposition ne désarme pas. Après le Parti démocratique de Côte d'Ivoire qui a claqué la porte à la commission électorale indépendante, c'est au tour du Front populaire ivoirien de suspendre ses activités au sein de l'organe central de l'institution qui voit sa légitimité s'effriter encore un peu plus et son fonctionnement se gripper. Sur les 4 sièges attribués à l'opposition au sein de l'organe central, 3 sont vides. Celui du PDC y est vacant depuis que son représentant a refusé de prêter serment mi-septembre. Mercredi, ceux de l'AFD, dont fait partie le FPI, ont jeté l'éponge. Ils exigent une recomposition de la CEI en préalable à toute participation aux activités de l'institution chargée de l'organisation et du contrôle du processus électoral. Dans un communiqué commun, les groupements dirigés respectivement par Pascal Affi-Guesson et Cabran Apia appellent à un report du scrutin, le temps de réformer la CEI qu'ils jugent partiale. Les 2 représentants de ces coalitions ont évoqué également une mascarade électorale de laquelle ils ne veulent pas se rendre complices. En Guinée, à quelques semaines de l'élection présidentielle prévue le 18 octobre, le président Alpha Condé, candidat à un 3e mandat controversé, promet un scrutin pacifique. La délégation composée des représentants de l'ONU, de l'Union africaine et des pays d'Afrique de l'Ouest, arrivée à Conakry jeudi 1er octobre, a exprimé sa satisfaction après les assurances du chef de l'État guinéen. La mission a entamé des consultations avec les acteurs de la crise guinéenne. Le Front national de défense de la Constitution ne démord pas et prône toujours le boycott. Dans le pays, la campagne en vue de ce scrutin bat son plein dans un contexte marqué par la pandémie de Covid-19. 11 candidats sont en face du président sortant. Le chef de file de l'opposition, Cellou Dalein Diallo, tente pour la 3e fois de conquérir la magistrature suprême. Cette initiative a signé son divorce avec le FNDC, mais il espère rétablir l'ordre constitutionnel en cas d'élection à la tête du pays. D'une présidentielle à une autre, en Tanzanie, la course pour la magistrature suprême a amorcé sa dernière ligne droite. Sur le front de la campagne pour le scrutin prévu le 28 octobre prochain, les candidats multiplient les opérations de charme. Le président sortant John Magufuli promet de lancer des projets ambitieux en cas de réélection. Il souhaite rester à la tête du pays pour 5 années supplémentaires et annonce pour ce nouveau mandat l'expansion des transports afin d'aider les agriculteurs dans leur approvisionnement d'eau dans la région de Djamba. Un projet d'envergure dont le budget est estimé à 121 milliards de shillings tanzaniens. Son principal adversaire, Tundu Lissu, s'érige contre ses promesses de campagne. L'avocat de 52 ans souhaite de son côté garantir les libertés et les droits du peuple tanzanien en cas d'élection. Il promet d'indemniser toutes les victimes de ce qu'il qualifie d'injustice sociale, notamment au niveau des licenciements et des procès abusifs. Tundu Lissu accuse John Magufuli de vouloir truquer les élections et pointe la condamnation de 9 membres de l'opposition à 5 mois de prison ou à de fortes amendes après avoir organisé des rassemblements et des manifestations jugées illégales par le pouvoir. Au Togo, quelques jours après la nomination d'un nouveau Premier ministre, la liste du nouveau gouvernement a été dévoilée ce jeudi.
Composée de 35 ministres dont 11 femmes, la nouvelle équipe que dirigera Victoire Toméga-Dobé comporte 15 nouvelles entrées. La dénomination de plusieurs ministères a également été changée. Le nouveau gouvernement togolais doit se présenter ce vendredi 2 octobre devant l'Assemblée nationale lors de la 4e séance plénière de la 2e session ordinaire de l'année au siège du Parlement. Victoire Toméga-Dobé devrait présenter devant les parlementaires sa déclaration de politique générale pour recevoir l'onction des députés. En République démocratique du Congo, le prix Nobel de la paix Denis Mukwege a réclamé justice jeudi pour les tueries et les viols perpétrés depuis près de 30 ans dans l'Est. Ceci à l'occasion du 10e anniversaire d'un rapport choc resté lettre morte. Dans plusieurs villes congolaises, dont Bukavu, le fief du docteur Mukwege, des dizaines de personnes ont investi les rues pour exiger l'application des recommandations du rapport enfui depuis 10 ans dans les tiroirs, lequel proposait entre autres l'instauration d'un tribunal international pénal pour la République démocratique du Congo ou des chambres mixtes spécialisées avec des juges congolais et des juges internationaux. En juillet dernier, après un massacre à Kipupu dans la province du Sud-Kivu, le docteur spécialisé dans les soins aux femmes victimes de violences sexuelles avait écrit que tant que l'impunité perdurera et que les recommandations du rapport MAPIN sera ignorées, les massacres des Congolais continueront. Il a rappelé que cette enquête des Nations Unies a répertorié 617 incidents violents qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, voire de crimes de génocide, si les faits étaient portés à la connaissance d'un tribunal compétent. Et puis, dans l'actualité, le pouvoir et les rebelles au Soudan s'apprêtent à signer ce samedi à Juba un accord de paix historique censé mettre fin à 17 ans d'une guerre meurtrière au Darfour et ouvrir une nouvelle ère dans le pays. Les adversaires d'hier ont paraphé le test le 31 août. Les autorités de Khartoum, en place après une révolte populaire ayant mis fin en avril 2019, à 30 ans de dictature d'Omar El-Béchir, ont fait de la paix avec les rebelles leur priorité. Les signataires se sont engagés à abandonner la musique guerrière pour une mélodie plus pacifique. La cérémonie est prévue à Juba, capitale du Soudan du Sud, dont les dirigeants ont combattu durant 40 ans ceux de Khartoum avant d'obtenir leur indépendance en 2011 au terme d'une guerre qui a fait 2 millions de morts et 4 millions de déplacés. C'était l'essentiel de l'actualité en Afrique. L'information est en continu sur DBS.